Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Studio Plus, c'est parti. 1 heure de décryptage sur l'actualité internationale dans Studio Plus avec mes invités ce soir. Ibrahima Kane, expert en relations internationales. Bonsoir, Ibrahima Kane. Bonsoir. Colonel Babacar Diouf, colonel de l'armée de l'air à la retraite, mon colonel. Bonsoir. Bonsoir également à vous, dames. Bonsoir, bye. Merci d'être là. Merci. Alors, déjà, le point sur l'actualité internationale. Je parlais de cette guerre dans le Moyen-Orient. 2 semaines alors de pause après une guerre qui a démarré depuis le 28 février dernier. Que devons-nous retenir justement après 2 semaines, avec ces 2 semaines de pause, mais déjà faire le bilan à mi-parcours de ce qu'on a vu, entendu et aperçu de cette guerre avant d'entrer dans le vif du sujet. Le point avec Abdoulaye Diop nous fait le point. Le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis est entré dans son 2e jour au moment où le Pakistan condamne l'agression d'Israël sur le Liban à travers son premier ministre, à la veille de pourparlers prévus entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad. Pendant ce temps, le baril américain de pétrole repasse les $100, un rebond lié au doute sur la solidité du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis et à un détroit d'Ormuz qui reste largement paralysé. Le chancelier allemand met en garde contre un échec du processus de paix à cause des frappes israéliennes au Liban. Le chancelier allemand a jugé que ce processus de paix américano-iranien pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient pourrait échouer en raison de l'offensive israélienne au Liban et a rappelé Israël à y renoncer. Le Hezbollah fait état de combat direct avec les forces israéliennes dans la ville de Bin Jibil. Selon le Hezbollah, ces combattants sont engagés dans des affrontements directs avec les forces israéliennes dans le sud du Liban, à 5 km de la frontière avec Israël, où le mouvement chiite les avait repoussés en 2006 à l'issue d'une bataille acharnée. Alors, 2 semaines de pause et réouverture de négociations pour une guerre qui a éclaté depuis le 28 février. Ibrahima Kane, votre avis déjà sur cette guerre jusqu'à la pause d'aujourd'hui? Vous savez, dans ce qui vient de se passer, on peut regarder la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Moi, ce que je retiens, c'est la capacité de résistance de l'Iran. Voilà un pays qui est un pays du Sud, qui est face aux 2 armées les plus sophistiquées du monde. L'armée israélienne d'une part et l'armée des États-Unis. Pendant 6 semaines, non seulement il a résisté au plan interne malgré cette volonté de décapiter pratiquement toute la hiérarchie à la fois politique et militaire, il a non seulement résisté, mais il a porté des coups très sévères aussi bien à l'armée américaine qu'à l'armée israélienne, en arrivant, par exemple, à déployer ses missiles à 4000 km du territoire. Pour moi, la première leçon à tirer de cette expérience, c'est non seulement la capacité de résistance de l'Iran, ce n'est pas une surprise, parce que l'Iran, ces 30 dernières années, avait fait face à plus de 10 ans de guerre contre l'Irak, qui était pratiquement une guerre commandée par les Occidentaux. Et l'Iran, jusqu'à présent, a montré cette autonomie d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue technologique vis-à-vis du reste du monde. La deuxième leçon que je retiens, c'est que voilà une guerre que pratiquement tout le monde, en dehors des États-Unis et d'Israël, ont condamné. Il n'y a pas dans un endroit du monde, malgré parfois même l'opinion que certains ont du régime iranien, mais ont tous condamné, non seulement dans la façon dont la guerre a été menée, et deuxièmement par ce qu'on peut appeler le massacre de populations qui n'ont rien à voir entre ce qui oppose les États-Unis, Israël d'une part, à l'Iran. Et le dernier point, pour moi, c'est il faut un réveil. Cette guerre montre que les choses ont changé dans les relations internationales. Il y a maintenant des gens
qui s'attaque. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier, l'interview du président américain la veille de l'armistice qu'il vient de signer, si je peux appeler ça armistice. C'était de dire ouvertement, le président de ce qu'on considère comme étant la première démocratie au monde, dire ouvertement, je vais éradiquer une civilisation vieille de 5000 ans. Jamais on a vu ça. Et donc, ça doit réveiller tout le monde. Oui. Que ce monde-là est maintenant entre les mains de gens qui doivent être pris comme ils sont et que l'humanité doit s'organiser pour défendre la dignité humaine, défendre le fait qu'on appartient à une communauté humaine qui a une manière de vivre, une manière de faire, et défendre aussi la paix, la sécurité du reste du monde face à des gens qui veulent détruire le... Décrypter les signaux de cette guerre. Colonel Babacar Diouf, on a parlé de la technologie. On a également utilisé l'IA, Claude. On a utilisé également les satellites. Dites-nous, cette technologie a été le principal acteur de la guerre. Oui, mais vous savez, la technologie, je crois que si les gens parlent de l'hégémonie occidentale, ça a commencé avec la révolution industrielle, ce qui en est sorti. En fait, la technologie, chaque fois qu'elle sort, elle transforme la guerre. Je peux rappeler, si vous voulez, que à partir de à la fin des années 1500, début 1800, on a vu un changement majeur de la guerre avec l'introduction du train, l'introduction de la communication par comment on appelle ça encore? Communication sans fil. Oui, ouais, avec des fils, des poteaux, etc. Oui, mais satellitaire. La communication, non, vraiment terre. C'était les débuts. Et surtout, au niveau de l'armement, on est passé des armes de type Napoléon où quand vous tiriez, vous avez une poussière énorme, enfin, la fumée, l'explosion, tout ça qui pouvait même blesser ou tuer des gens à côté de vous, à des cartouches propres qui se chargent par la culasse. Et il a fallu juste y ajouter quelque chose qui s'était déjà passé avant, c'est-à-dire la nation en armes qui est née de la Révolution française avec Sadi Carnot, et on s'est retrouvé avec les guerres qui ont permis de faire passer de la Prusse à l'Allemagne à travers la victoire de la Prusse sur l'Autriche-Hongrie, etc. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il faut toujours regarder les Chinois. Les Chinois, dans leur programme 2049, c'est-à-dire 100 ans après 1949, la naissance donc du Parti communiste chinois et tout ça, c'est arriver à ce moment, être capable de mener une guerre de très haute intensité dans un environnement technologique hyper complexe. Et donc, parce que tous ces gens sont des multiplicateurs de force. Regardez le drone. Oui, mais justement... Le drone révolutionne. Oui, et à moindre coût, hein, oui, par rapport justement... Oui, mais ça, encore une fois, il faut comprendre que le bouclier et le glaive, c'est l'histoire du monde. À un moment, c'est les armes offensives, à un autre, c'est la défensive, etc. Parfois, ça se combine. Et vous avez le drone, vous avez les missiles. Rien qu'avec ça, moi, je crois qu'Israël n'a jamais pris autant de coups. Mais ce choix des Iraniens par rapport à l'utilisation des drones, par exemple, c'est quand même une révolution. Née de la contrainte. Parce que les Iraniens, c'est les premiers à avoir eu, avec les États-Unis, le F-14. Mais depuis 1979, toutes les sanctions, les embargos et tout ça, les ont amenés. En fait, tous ceux qui sont confrontés à une vraie nécessité sont obligés d'innover. Et comme c'est un peuple d'ingénieurs, et on oublie aussi que pendant toute la durée depuis que, avant même l'islam, vous ne trouverez jamais un système régional
dans le monde arabe, au Moyen-Orient, où vous n'avez pas le logiciel des Perses. Ça, ils ont toujours été dedans, même à ce que, au moment 9e, 10e siècle, quand on parle de, comment on appelle ça, les Occidentaux aiment bien rappeler le 17e et surtout le 18e siècle des Lumières. Mais on a eu un siècle des Lumières dans les pays arabes où les gens se retrouvaient à Bagdad. Vous trouviez des Zoroastriens, des musulmans, des juifs, du n'importe quoi qui était comme dans les agoras en Grèce, qui discutaient connaissances, qui traduisaient du grec vers la langue arabe. Et c'est d'ailleurs ça, cette traduction, qui en remontant par l'Afrique du Nord, s'est retrouvée en Andalousie, a été récupérée par des moines occidentaux, dont les Italiens étaient en tête, et qui a amené la Renaissance en Italie. Donc vous voyez bien que c'est une dynamique, la technologie. Et juste une dernière chose, justement, quand Deng Xiaoping est arrivé, qu'on parlait de militaire, modernisation économique, modernisation technologique, il a dit, attendez, la modernisation militaire, c'est bien beau, il faut la laisser en arrière, s'occuper de la modernisation économique, parce que si vous n'avez pas de quoi financer, équiper votre armée, vous n'avez pas d'armée. Technologie, parce que ça l'a pris, et donc l'ensemble donne les moyens financiers, et donc à ce moment, le militaire peut être aspiré, tiré et mis en place. Dame, votre avis? Mon avis, c'est que on voit le poids de la préparation. Un pays préparé à la guerre. Depuis 1979, l'Iran ne fait que se préparer à cette attaque-là. Tout le monde savait que cette attaque-là allait venir. Ça, c'est la première leçon, je crois, qu'on doit en tirer. La deuxième, c'est que, comme le colonel le dit, les guerres transforment le monde. Parce que du temps de la domination de l'Angleterre, du monde, c'était les mers, c'est avec les mers. Celui qui contrôlait les mers contrôlait le monde. L'Allemagne est venue avec une armée mécanisée, avec autant de véhicules que toutes les autres armées pratiquement réunies autour de l'Allemagne. Et les Américains sont venus avec l'armée de l'air. Surtout symboliquement, la première guerre et la deuxième guerre du Golfe, c'était gagné uniquement pratiquement par l'armée de l'air. C'est la première fois que ni les soldats au sol, ni les avions n'ont pas joué le rôle qu'ils jouaient dans les guerres qui passaient. Et les Américains, comme dit quelqu'un, les généraux préparent toujours la dernière guerre. Les généraux se préparent toujours pour la dernière guerre et non la prochaine guerre. Et pour la première fois, un pays entier s'est préparé à la prochaine guerre. C'est-à-dire la guerre la plus sophistiquée en termes de technologie, mais la moins coûteuse en termes financiers. L'Iran, on peut presque dire, a défait l'Amérique avec un coût presque qui ne fait pas le 10e de ce que les Américains ont dépensé. Un seul avion F-15, un avion d'espionnage AVAX, et tout ça, l'Amérique a beau détruire des infrastructures militaires et civiles, mais il suffit qu'un seul drone parmi 100 échappe et attaque un avion militaire. C'est le coût pratiquement d'une semaine de bombardement des Américains. Je pense que la préparation pour la première fois, comme l'armée de l'air faisait au milieu du siècle jusqu'à maintenant, du dernier siècle jusqu'à maintenant, depuis lors, maintenant ce qui se passe, c'est la technologie, sans que les hommes ne soient au sol pour se battre. Pour la première fois. Oui. Ouais. Donc je pense que ça, c'est une leçon qu'il faut absolument tirer de cette guerre-là, la préparation et l'innovation et l'anticipation. Parfait. Alors, Ibrahim Khan, oui, ultimatum différé, 3 ultimatums différés par le président américain. Alors, qui sort finalement vainqueur avec justement l'avènement de cette pause? Peut-on parler de l'échec de Trump, par exemple? Mais
quand on regarde, on écoute les deux leaders qui ont vraiment décidé de cette guerre, l'idée c'était d'éradiquer le système des mollahs en Iran. Deuxièmement, c'était de détruire totalement, ils avaient dit, en tout cas le plan que les Iraniens avaient pour avoir la bombe atomique. Eux-mêmes reconnaissent aujourd'hui que tout ce qui avait été fait par l'uranium enrichi, on ne l'a pas vu. On ne sait même pas où est-ce qu'il est. Et que deuxièmement, ils ont tué l'ayatollah, ils ont tué des chefs de guerre, mais l'armée existe encore. Le système de protection que l'Iran avait mis en place, un système à la fois sophistiqué mais aussi décentralisé, subsiste. Donc on ne peut pas dire que l'Iran a été défaite. Et plus sérieusement encore, l'Iran a pratiquement bloqué le monde d'un point de vue économique. Avec, non seulement en fermant le détroit d'Ormuz, mais aussi en s'attaquant à tous les intérêts occidentaux dans la région, les centrales pétrochimiques, en tout cas bloquer la distribution du gaz pour les compagnies. Et ça, dans le passé, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un État moyen arriver à imposer ses vues, en tout cas sa façon de faire, ses idées, parce que jusqu'à présent, les négociations tournent autour de comment ouvrir le signal a été donné tout de même. Ouais, voilà, et donc ça veut dire que les Iraniens tiennent le bout encore. Et ça, c'est vraiment nouveau dans les relations internationales. C'est l'échec de Trump? Bien sûr, parce que même quand vous écoutez les commentateurs occidentaux, ils te disent, dès le départ, on ne savait pas ce que c'est le but de cette guerre. Si on prend comme exemple, et là je ne suis pas militaire, je suis à côté de militaires, donc ils peuvent être plus précis que moi, mais si on prend la première guerre comme Saddam Hussein, l'idée c'était pas de défaire Saddam Hussein, c'était de libérer le Koweït et de créer une zone tampon. Quand ils l'ont fait, les Américains se sont retirés et ils ont gardé cela. La deuxième fois encore, quand ils sont attaqués à Saddam Hussein, c'était d'éliminer Saddam Hussein et ils ont réussi. Mais ici, au départ, on ne savait vraiment pas concrètement quel était l'objectif. D'autant plus que ce que disait Trump était parfois contredit par Netanyahou. Et donc, maintenant qu'ils ont été bloqués, Trump cherche par tous les moyens à se tirer d'affaire. Alors que, Netanyahou, si vous voyez ce qu'il est en train de faire au Liban à l'heure actuelle, mais c'est de détruire, c'est de faire exactement ce qu'il a fait à Gaza. Finalement, colonel, entre la stratégie et la technique, au regard de cette expérience, de quel bord doit-on se situer? Faudrait-il être le stratège ou le technique dans une telle situation? En fait, la technologie n'est qu'un instrument de la stratégie. Parce que la stratégie vise un état final donné. Et à ce moment, la technologie vient aider. Mais j'aimerais revenir sur 2 ou 3 points. C'est-à-dire que cette guerre a une explication très logique. Mais on va dire plusieurs. Parce qu'en réalité, nous avons un conflit qui est la superposition de nombreux conflits. Par exemple, si vous prenez la relation de l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes, les Émirats poussaient des ailes au vu de l'Arabie Saoudite, notamment quand, d'entente avec Israël, ils ont voulu reconnaître le Somaliland et peut-être s'y installer pour faire face au Yémen. Ensuite, vous regardez l'Arabie Saoudite qui dominait les États du Golfe, mais qui a un problème construit, pour plusieurs raisons, avec l'Iran. Vous avez aussi Israël qui, dans son projet de grand Israël, qui va, comme il dit, en fait, de la rivière à la mer, mais en réalité, ou du fleuve à la mer,
En réalité, vous prenez la mer Méditerranée, vous descendez sur le Nil, ça part de là-bas, ça va rejoindre d'abord comment on appelle ça, la Mésopotamie, donc l'Irak avec ses fleuves. Mais au nord, vous entendez depuis quelque temps Litanie, la place de l'eau, un désert comme ça. Et surtout un projet eschatologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue cette dimension irrationnelle de la guerre où les gens vous disent nous devons construire le troisième temple. Le troisième temple, si vous voulez le construire, vous enlèverez forcément Al-Aqsa. Si vous voulez détruire Al-Aqsa, regardez ce qui va vous arriver. Tout le monde musulman contre vous. Mais par ailleurs, il y a un autre conflit que je vois, c'est le conflit systémique. Je pense que nous avons fait suffisamment d'émissions où je vous parle de la transition du système international qui passe d'un système unipolaire à un système qui n'est pas encore identifié. Et que je résume souvent avec cette phrase que j'aime citer parce que pour moi elle résume tout. Un monde qui n'est plus, un autre qui n'est pas encore, entre les deux surgissent les monstres. Cette citation de Gramsci nous ramène à quoi? À ce conflit entre différentes grandes puissances où les États-Unis, qui étaient la puissance unipolaire, ont vu la Russie et la Chine se dresser ensemble face à eux. Et le Moyen-Orient, de par sa centralité dans l'énergie, a une centralité par rapport à la question de savoir pétrodollar ou pétro-yuan. Donc c'est tout ça qui se superpose et qui donc nous donne une complexité dont les effets, quand on parlera des effets, vous verrez justement comment ça s'entrechoque. D'accord, sur l'impact de cette guerre d'armes. Oui, sur l'impact. Vous connaissez quand même mieux que quiconque les États-Unis. Depuis le déclenchement de cette guerre, les populations ont difficilement vécu ce conflit. Et il y a eu des sentiments de dénonciation, de révolte finalement. Est-ce que ça fait partie des éléments qui ont poussé Trump également à véritablement arrêter cette guerre? Évidemment, parce que les États-Unis, c'est l'un des rares pays au monde où on vote tous les 2 ans. Et le plus important, ce ne sont pas les avions ou les bombes, c'est les sondages pour Donald Trump. Au mois de novembre, on va aux élections du mi-mandat. Toute la Chambre, les 300 et quelques, iront aux urnes des membres. Et 33% des 100 sénateurs iront aux urnes. Et le résultat, c'est que si les démocrates arrivaient à contrôler les 2 chambres, Trump sera destitué. Les 2 ans qui lui restent, il ne restera pas là-bas. Il ne restera plus à la Maison-Blanche. Il sera destitué et même poursuivi au pénal. Ça, c'est une possibilité. C'est l'une des grandes motivations. Et Trump a tout essayé. Mais Trump ne s'est jamais entouré de gens qui lui disent la vérité, premièrement. Mais deuxièmement, il n'a jamais de narrative pour les grandes actions. Il n'y a pas de récit. Jusqu'à présent, si vous demandez à 3 Américains quel est le motif de cette guerre, ils vous donneront 3 réponses différentes. Trump lui-même, en 3 jours, va te donner 3 réponses différentes. Toutes les guerres de Bush et autres, il y avait une motivation. Il y avait une motivation claire dans la tête des Américains, même si ça s'est terminé par une défaite des États-Unis au Vietnam et en Irak pour la deuxième expédition. Et en Afghanistan, au moins, il y avait l'ogre soviétique à qui on devait faire face. Au moins, les Américains comprenaient pourquoi on était là sur place. Cette fois-ci, ça n'est pas arrivé. Et le plus grave, et tous les analystes américains vous le disent, aujourd'hui, un système qu'on a bâti depuis 1945 autour des États-Unis, l'OTAN et tout ce qui s'y rattache, pour la première fois, la confiance est totalement détruite par Trump. Les partenaires de l'OTAN ne font plus confiance à Trump et que sur le plan stratégique, on ne sera pas surpris dans les décennies à venir que l'Europe
se cherchent à se détacher totalement de ce système. Là, ils se sentent seuls. Hein? Et c'est encore plus grave dans le Moyen-Orient. Parce que tous ces pays-là ne cherchaient même pas des armées pour se protéger. Parce qu'ils pensaient qu'avec la protection américaine, rien ne peut leur arriver. Leur est au relativisme maintenant. Voilà, le relativisme, ce n'est pas relativiste, c'est détruit, cette confiance. L'Iran a montré que c'est l'un des rares pays dans l'histoire qui peut frapper 5 autres pays en 2 jours et atteindre des points stratégiques. Et ces 5 pays-là, si c'est pas les Émirats arabes unis, c'est pas basé sur des ressources, mais c'était l'attrait du monde entier, Dubaï, tous les financiers, tout le commerce. C'est un pays construit autour d'un port. C'était un désert, on a construit un port et c'est devenu une grande puissance financière qui n'est pas protégée militairement parce qu'on pensait que les Américains peuvent le faire. Bahreïn de même. Même l'Arabie Saoudite, avec sa puissance pétrolière et financière, ne dépensait pas autant sur l'armement parce qu'il se dit j'ai la protection de l'Amérique. Et le dernier point, et c'est le plus sérieux pour la Maison Blanche et pour les États-Unis, le colonel parlait de pétro-yuan. Depuis Nixon 1974, il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas l'obligation d'avoir des réserves en dollars. Le pétrole s'achète en dollars partout. Même les ennemis des États-Unis sont obligés d'acheter les dollars. Qui fabrique les dollars, qui en profite. Donc le déficit budgétaire américain a toujours été financé par les profits justement venus de ces pétrodollars. Et le Venezuela qui a évoqué l'idée de pétro-yuan, vous savez ce qui s'est passé, mais cette fois-ci, l'Iran a imposé le début de la dédollarisation, si je peux utiliser ce mot-là, du commerce du pétrole. Et ensuite, on ne savait pas que, du point de vue géographique, si tu veux, une superficie de quelques kilomètres peut bloquer la vie économique du monde. Et que militairement, on ne pouvait pas simplement déloger l'Iran. S'ils avaient les moyens, ils commenceraient par déloger l'Iran du détroit d'Ormuz. Et qu'est-ce qui se passe après? Ce qui est une conséquence des attaques devient la revendication principale de la Maison-Blanche, réouverture du détroit qui n'était pas fermé. Qui n'était pas fermé. Alors, Ibrahim Khan, vit-on un basculement désormais du monde? Aujourd'hui, avec la réalité du terrain, va-t-on ou sommes-nous en train de vivre un basculement? Et quelle est la posture incarnée par l'Afrique, par exemple? Parce qu'on n'a pas trop senti le continent. Alors, basculement, oui. Basculement à plusieurs niveaux. Un, il y a une nouvelle manière de faire la guerre. Si on n'est pas préparé comme l'Iran à faire cette guerre, on est foutu. On est foutu comme les pays du Golfe, qui se font bombarder à longueur de journée sans pouvoir réagir, alors qu'ils ont des moyens colossaux au plan financier. Donc ça veut dire une réflexion d'ensemble pour tout le monde et ne plus compter sur quelqu'un qui peut vous protéger parce que dans certaines situations, voilà, dans certaines situations, cette protection n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette guerre nous montre le lien extrêmement important entre les crises et l'économie. Nous, par exemple, au Sénégal, on était en train de préparer un plan de résilience. Voilà, de résilience. Oui. Mais cette guerre-là, elle a montré que ce plan-là était zéro. Parce que si on ne prenait pas en compte toutes les conséquences de ce plan, l'augmentation du prix du pétrole, et pas seulement du prix du pétrole, mais parce qu'il y avait beaucoup d'autres, les fertilisants, c'est pratiquement dans cette zone-là, en dehors de... Les médicaments et autres. Oui, mais surtout les fertilisants. Il y avait 2 zones du monde où les fertilisants venaient. C'était l'Ukraine et c'était ce côté-là. Ouais. L'Ukraine est en guerre, on ne peut même pas y penser, et aussi cette région est en guerre. Ça veut dire que même la nourriture, pour nous aujourd'hui, est devenue un problème. En dehors. Et troisièmement, pour nous autres Africains, comme Babou l'a dit tout à l'heure, Dame Babou, pardon, l'a dit tout à l'heure, il y avait aussi une planche financière
dans cette partie du monde, où tout le monde allait chercher de l'argent pour essayer de se faire financer, ou voir dans quelle mesure on pouvait obtenir ces pétrodollars, ou bien même vendre. Tout ce trafic d'or qu'il y avait dans nos régions, c'était en direction de cette région. Tout cela s'écoule. Donc il faut réfléchir, il faut réinventer une manière de gérer son économie. Et toutes ces questions-là montrent aujourd'hui qu'il est nécessaire pour tous les pays de repenser son avenir en tenant compte de certains de ces paramètres-là. Oui. Parce que, et vous avez vu d'ailleurs, et c'est un élément saisissant, dès qu'il y a eu cette guerre, le Brésil est allé voir l'Afrique du Sud pour lui dire, essayons de voir comment ensemble les pays du Sud... Mais dans les pays du Sud, l'Afrique, vous avez parlé de l'Argentine, mais non, du Brésil et de l'Afrique du Sud, hein, qui se sont vraiment signalés dès le début quand même, comme étant des nations autonomes, hein, par rapport à cette guerre. Pas des nations autonomes, ils ont dit, commençons à penser notre autonomie. Oui, mais je veux dire sur le plan des positions. Ah oui, mais ils sont contre la guerre, mais en même temps aussi... officiellement. Pas comme les autres quand même, au niveau de l'Union africaine, on n'a pas senti une position tranchée sur cette question. Pour l'Union africaine, c'est vraiment triste. Parce que, d'abord, la Commission, elle a envoyé en un seul jour 2 communiqués pratiquement opposés. Premier communiqué, c'était de dire, c'est la guerre, on ne veut pas la guerre, essayons de trouver des solutions, ça doit se régler par la paix. Quelques heures après cela, quand les bombardements ont commencé, ils se sont attaqués à l'Iran. Ça, c'est la Commission de l'Union africaine, en essayant de protéger les pays arabes, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. Ce n'était pas la position de tous les pays africains. Et le troisième mouvement maintenant, c'était de revenir à une certaine forme d'équilibre. Le dernier communiqué qu'ils ont fait il y a 2 ou 3 jours, c'était de parler des conséquences économiques. Mais rien dans une démarche, par exemple, visant à amener les États africains à réfléchir comment assurer leur sécurité dans un contexte nouveau, rien pour initier une réflexion de fond sur les conséquences de cette crise, sur l'économie africaine, sur la politique africaine, mais aussi sur les relations géopolitiques de l'Afrique. Aujourd'hui, doit-on s'arrimer, doit-on continuer à avoir des relations avec Israël, doit-on continuer à approfondir des relations avec les États-Unis? Vous avez vu que pendant que les États-Unis bombardaient l'Iran et puis faisaient tous ces massacres-là, des pays comme la RDC ont signé des accords. Certains pays ont même... Voilà, mais certains pays même ont... Pendant même à l'Israël leur sécurité. Oui, mais plus grave, ils ont même signé des accords sur les questions de santé. Même le Sénégal a signé récemment des accords sur les questions de santé. Mais ça, c'est quand même des questions importantes aujourd'hui. Est-ce que les États-Unis peuvent être considérés comme des alliés? Est-ce que Israël peut être considéré comme allié? Mais quel soutien apporter, par exemple, au peuple iranien, même si d'aventure vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement iranien, il y a des populations iraniennes. Elles sont comme les populations de toutes les régions du monde. Elles souffrent de cette guerre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter, non seulement pour arrêter cette guerre, pour aller, c'est-à-dire créer une sorte de dynamique à l'échelle du Sud, pour commencer à travailler, rien n'a été fait à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, d'un point de vue géopolitique, il n'y a pas de politique étrangère de l'Afrique par rapport au reste du monde. Mais contrairement à l'Europe qui s'est mobilisée quand même si le continent européen n'a pas dénoncé de façon formelle, mais qui a gardé quand même son autonomie. Et elle a dénoncé de façon formelle. Quand Trump leur a dit « Venez, on va défendre le détroit d'Ormuz », ils ont dit « Non, c'est pas notre guerre ». Ils ont gardé leur autonomie par rapport à des questions stratégiques. Oui, mais ils l'ont dit de façon très formelle. Oui, mais par exemple, au Liban, par exemple, avec l'Israël, dans le cadre, par exemple, des attaques contre le Liban, il n'y a pas encore de réaction forte. Oui, alors que tout à l'heure, votre correspondant, il a expliqué que, par exemple, l'Allemagne a déjà dit qu'il faut tout faire pour que cette guerre ne reprenne pas. Ça, ce sont... Mais où sont les Africains? Mais vous savez...
Vous savez, par exemple, la question du Liban, ça montre la peur de l'Israël. Parce que l'Israël sait parfaitement qu'à partir de demain, avec les négociations, beaucoup de points sur lesquels l'Israël a insisté, Trump ne va même plus les évoquer. L'histoire de changement de... Ils ont accepté quand même d'arrêter les massacres. Hein? Oui, mais c'est pour saboter le processus de paix. L'Israël, son objectif en continuant les frappes au Liban, c'est pour saboter le processus de paix. Parce qu'Israël en a à perdre plus que les autres. Beaucoup de questions qui lui sont importantes, Trump va les mettre de côté pour retrouver la paix. Oui. Colonel, justement, cette médiation en cours face à une réalité, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Iran défend ses propres intérêts, comme aussi du côté du Liban. Comment gérer cette médiation? Sommes-nous en train de vivre un basculement? Et quelle est la posture incarnée par l'Afrique dans tout ça? Oui, en fait, quand vous me demandez un basculement, je vous renvoie à tous les débats que nous avons eu dans le passé. Oui. Le basculement, c'est ce que j'appelle la transition du système. Le système, il est défini par le nombre de pôles. Entre 1814-1815 jusqu'en 1914, vous aviez 5 pôles. On parlait d'une pentarchie. Plus Autriche-Hongrie, Angleterre, France et Russie. On est passé par une transition que peu de gens ont identifiée comme une transition. C'est-à-dire que quand le système, après 100 ans, s'est effondré, on a une guerre hégémonique qui devait nous donner un nouveau système qui ne l'a pas donné. On a eu la Société des Nations qui n'a pas marché. Et donc on est parti, crise économique, crise financière, agression. Vous vous souvenez de l'Italie qui attaque l'Éthiopie. Il y a, pardon, vous avez l'Allemagne qui va soutenir Franco. En fait, le monde, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et donc, en 1945, nous nous sommes réveillés donc avec un système bipolaire, 2 pôles. 1987-88, on a une transition pacifique. Parce que la relation Reagan-Gorbatchev nous a donné ça. Il a fallu et ils avaient dit la paix des braves, pas de vainqueur, pas de vaincu. Ça, tout le monde oublie. Tout le monde ne se souvient que de 91 où l'Union soviétique s'est effondrée. Et donc, mais les États-Unis, il y a quelqu'un, Arbatov, qui était un conseiller de Gorbatchev, qui leur avait dit: nous allons vous faire le pire des cadeaux. Vous privez d'ennemis. Et quand vous regardez en 91 jusqu'en 2014-2015, moi je considère que les États-Unis ont procédé à une dilapidation de leur puissance. Cette dilapidation de la puissance, marquée par une grosse erreur, l'élargissement. Tous les grands historiens, John Lewis Gaddis, l'ancien, celui qui avait fait le X, le fameux télégramme, George Kennan, tous les grands qui ont vécu la guerre froide et qui ont joué un grand rôle durant cette guerre froide étaient contre l'élargissement. Parce que l'élargissement nous ramène maintenant à là où aujourd'hui le basculement est en train de se faire, l'Eurasie. L'Eurasie, quand il n'y avait que la Grande-Bretagne, puissance maritime, la Grande-Bretagne ne pouvait pas voir tout le monde, mais il voyait l'Europe. Elle voyait l'Europe. Personne ne doit dominer le continent. Après, quand les États-Unis ont pris, on retrouve encore le vieux conflit géopolitique entre un pays, si grand soit-il, mais qui est en retrait, qui ressemble à une île par rapport à l'Eurasie, où il y a la plus grande population mondiale, les plus grandes économies, etc. etc. Et l'Eurasie a 3 parties. La partie Europe, que les États-Unis contrôlaient grâce à l'OTAN, la partie Asie, où ça allait, le Japon, la Corée et tout ça, jusqu'au réveil de la Chine, et le point nodal, le centre. Ces dernières années, on n'a pas remarqué qu'il y a eu beaucoup de petites choses qui se passent dans cette région. L'importance donnée à Djibouti, l'importance donnée au port de Gwadar, au port de Chabahar, Gwadar étant au Pakistan, Chabahar étant de l'autre côté. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une guerre civile, mais on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a bien construit son petit groupe. Est-ce qu'on peut l'appeler l'OTAN islamique ou musulman ou pas? Je ne sais pas.
Mais vous avez Arabie Saoudite, Turquie, Pakistan, et il y a un quatrième pays. Pourquoi? Attends, je crois que c'est voilà, l'Égypte. Regardez ces 4 pays. L'Arabie Saoudite a le pognon. L'Égypte a l'armée, beaucoup de technologie aussi. La Turquie, c'est une des plus grandes armées au niveau de l'OTAN. Et le Pakistan, qui est la puissance nucléaire. Et qui joue la médiation. Voilà. Et l'Arabie Saoudite exclut les Émirats, qui n'ont plus de répondants qu'avec Israël. Et aujourd'hui, on est en train de parler d'un éventuel déploiement de l'Égypte en Somalie, ou au Somaliland, pour pouvoir faire face au Yémen. Parce que ce qui nous pend au nez, c'est le blocage à la fois de Bab el-Mandeb et en plus du détroit d'Ormuz. Et ce basculement-là, on parle de l'importance de l'énergie, oui. Il suffit de regarder l'énergie par consommation d'énergie par habitant de n'importe quel pays. Vous pouvez les classer et vous trouvez l'indice de développement tout de suite. C'est en corrélation directe. Maintenant, le problème, c'est que l'énergie, si le dollar doit rester une monnaie qui soutient justement l'hégémonie américaine, ce dollar qui entrait dans 85% pratiquement des échanges mondiaux, qui constitue une rente pour les États-Unis, qui leur permettait de surveiller les échanges, qui leur permettait, au-delà de cette surveillance des échanges, d'avoir des rentes, parce que tout ça, là, il y a des frais. Chaque fois que vous utilisez le dollar, quand vous l'utilisez, on peut vous défendre de faire ceci ou cela. C'est tout cela qui a commencé à se jouer quand la Chine et la Russie se sont mises ensemble et on commence à dire avec les BRICS, on peut commercer avec une monnaie autre que le dollar. Le dollar est descendu jusqu'aux alentours de 50 et quelques pourcents. Maintenant, heureusement qu'il y a eu le Venezuela, parce que si le Venezuela vendait son pétrole en yuan et au niveau du Moyen-Orient en yuan, alors là, je vous dis, les États-Unis auraient le plus gros problème du monde au niveau financier. Au niveau technologique, le modèle américain de quelques armes, mais de pointe, a montré ses limites dans ce conflit-là. Vous n'en avez pas assez. Et ça coûte très cher. Le taux d'échange, quand vous échangez dans un rapport de 15, vous allez vers la banqueroute. Ça, c'est clair. Et malheureusement, l'Europe, vous parlez de l'Europe, oui, l'Europe est en train de bouger, mais l'Europe avait accepté sa place de vassal. Rappelez-vous, il y a quelque temps, Rutte qui appelait Trump comment? Daddy? Vous avez vu Jens Stoltenberg, comment elle parlait? Et donc, l'Europe actuellement, je trouve, l'a sacrifiée dans cette histoire parce que la destruction de Nord Stream 2 a tué le modèle économique allemand. La perte du Niger affecte le modèle économique français. Il y a un document qui en parlait, mais comme il a été refusé, la paternité a été refusée par celui-même qui l'a écrit, une organisation think tank, on en reparlera si vous voulez après. Mais donc, l'Europe, où est-ce qu'elle va trouver son énergie puisqu'elle a pris des tas de sanctions contre la Russie et tout ça? Cette technologie-là, si tu veux la faire, où est-ce que tu vas trouver les terres rares? Où est-ce que tu vas trouver le platine et certains métaux stratégiques? Tout ça aujourd'hui est quasiment contrôlé par la Chine, la Russie. Et il y a un mot qui me fait sourire parce que ça montre quelque chose. On a toujours parlé du Moyen-Orient. Les Américains ont toujours parlé de MENA, Middle East, North Africa. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? Asie occidentale. Ça veut tout dire. Il y a quelque chose dans la sémantique, dans le narratif qui montre que après les problèmes militaires, les problèmes technologiques, les problèmes économiques et financiers, le problème de l'image et des comment on appelle ça, des narratifs. Parce que le basculement est d'abord et avant tout une histoire de narratif. Parce que, comme on dit, il y a la chaîne qui va de la perception. Quand vous percevez quelque chose, vous interprétez. Le point suivant, c'est votre attitude mentale. Alors, et juste un dernier mot, après l'attitude mentale, il y a le comportement.
Donc le narratif dominant détermine cette chaîne. Si ce narratif perd, le nouveau narratif vient installer sa nouvelle histoire dans cette chaîne-là. Et l'Afrique. L'Afrique, c'est très simple. Pour moi, il suffit de regarder qu'est-ce qui venait de cette région. Parce que l'Afrique, moi je parle de Dans le transition. basculement actuel. Oui, non. Je vous rappelle juste, parce que tout à l'heure vous avez parlé de prospective et de tout ça. Oui. On parle de transition du système depuis 2015, 2016, 2017, ici au Sénégal. Oui. Bon, ça fait combien de temps jusqu'en 2026? Qui en a tiré les conséquences pour prévoir? Je sais qu'il y a des pays qui se sont permis de vouloir faire des stratégies de sécurité nationale en refusant de prendre en compte cette transition du système parce que pour eux c'était une des histoires. Maintenant, du point de vue concret, qu'est-ce qui vient du Golfe? On oublie les engrais azotés, on oublie l'hélium qui rentre dans les histoires d'électronique et tout ça. L'engrais azoté, quand ça arrive en retard, ou quand ça n'arrive pas, ou quand il y a un grand déficit, le problème alimentaire, il va se poser. La sécurité alimentaire est en question. L'aluminium qui vient de là-bas, toutes ces céréales que les gens commandaient. Mais imaginez que le prix du pain, on oublie cette dimension, le prix du pain, si le blé éclate, le fret, parce que si on bloque, il faut tout contourner, 20 jours de plus, 30% de plus dans les coûts, et la conséquence pour nous, c'est quoi? Nous, les économistes parlent d'un effet, un effet de, comment on appelle ça? En fait, un effet dans lequel on vous sort de quelque chose. Parce que si jamais les prix atteignent un certain niveau, on va les vendre en priorité à ceux qui peuvent les acheter. Et devine quoi? C'est pas les Africains. You are priced out. Voilà. Mais il y a un mot, effet d'éviction. Voilà. L'effet d'éviction. Pour l'Afrique, je pense que la première leçon, en fait c'est un rappel, c'est même pas une leçon. La colonisation dans sa forme la plus brutale n'est pas dépassée. N'est pas dépassée du tout. L'attitude de l'Amérique, tout le monde veut se tranquilliser en disant que c'est Trump, c'est quelqu'un qui est normal. Non, non. C'est l'Amérique qui a produit Trump et qui produira d'autres Trump. Et l'Europe va en produire. Revenir et occuper nos terres par la force et nous retourner aux travaux forcés, c'est pas dépassé. C'est la première leçon. Tu te rappelles, je pense que c'est ici dans ce studio qu'on avait évoqué le discours de Munich du ministre américain des Affaires étrangères qui avait dit et qui avait obtenu même ce qu'on appelle un standing ovation à la fin de son discours, qui avait dit aux Occidentaux: on sait ce qui a fait notre puissance d'avant. Voilà. Revenons à cela pour y aller. Et mieux encore, des voix les plus autorisées des services militaires français. Le général Lecointre. Ouais, le général Lecointre, le chef d'état-major, qui a dit qu'il faut recoloniser l'Afrique. Le général Gomard, député à l'Union européenne. Donc Foofu voilà. la ñuy terminer daam nga continuer. Donc, mooy Afrique bi fu mu nekk nii ban jàngat la mën a jëlee si guerre bi nga xamante mais l'autre bonne leçon pour l'Afrique, oui. c'est que les ressources ne développent pas nécessairement. dañ koy tënk wolof bu waaw pour jeexal. gis nga li ci Afrique war a jàpp. mooy Iran wane na ne nit mën naa développer boppam waajal boppam ngir ëllëg parce que boo seetloo li fa xew Amérique depuis la deuxième guerre mondiale bi mu arrimé l'économie bi mu jëlee économie wu Europe yëpp def ko marché nga xam ne moom kenn moo fa yaataa yumbay yaakaar na ne luy technologie de pointe luy gànnaay yu xarañ a xarañ mooy dominer àdduna bi on vient léegi war nañ ko ne loolu du di li am. Donc Europe Afrique war na commencer xalaat ci loolu. mais du suñu état fractionné yi avec des petits roitelets dans chaque coin de l'Afrique du loolu moo koy def. Il faut que ñu nangu l'Afrique sous-région bu ci nekk am na fa koo xam ne mooy ponkal mi ñeneen ñi war a bootu ci gannaawam. Afrique de l'Ouest bi mën loo ko développer te Nigéria jiite wu ko da ngay nax sa bopp. Afrique de l'Est c'est le Kenya. Afrique du Nord c'est l'Égypte et un peu l'Algérie. Il faut que ces pôles de développement là
qu'on arrête de nous dire cercle concentrique, on s'est réunis, on a CEDEAO, CEMAC et quelques depuis 60 ans. Et loolu bu ko Afrique seetee xam na ne mën na am bu ko seetul nag danañu coloniser waat de. te gànnaay doo ko jënd da nga koy defar. da nga koy defar gànnaay da nga koy defar. non seulement gànnaay da nga koy defar mais pour nga mun a defar gànnaay il faut nga am nit yu xarañ. voilà gis nga depuis période du Shah bi ba léegi. Iran ci loolu la wékku. ingénieur université iranienne yi ñooy ci ñu gën a am doole ci région boobu ci la ñu bare foofu la ñuy dem di jàngi. loolu def ñuy woon ñetteelu mbir bi mooy que ni li Iran wone tam mooy que boo nekkee ci région bi nga xam ni ñëpp lay dund xataal da nga war a préparer sa bopp comme ni que waxee et puis booy préparer sa bopp da nga war a def lu nga xam ni dafay jëriñ sa réew dafay da ngay xool ëllëg parce que lépp lu ñu def missile yeeg yooyu yëpp yu ñu def ñoom xamoon nañ ni que jamono dafay weesu gis nga affaire u missile yi te commencé wul tey maa ngi toog ci kanamu benn colonel première guerre bi ñuy utiliser missile yi toog ci ay bateau Méditerranée di kay mooy guerre d'Irak ci la ñu commencé di assassiner nit ñi ci la ñu commencé du tey la door mais xam nga ñooñu ji def nañ seen jàngat am na jamono bu nga xam ni Irak la ñu kiyal pour mu xeex ak Iran fukki at ñu ngi xeex loolu tey ñu ngi gis njëriñam parce que iranien lépp loo leen mun a def bu tax ñu dellu ginnaaw. Colonel, j'aimerais quand même souligner une chose dans toute cette histoire. D'un côté nous dañuy jàpp ne kenn warul sous-traiter sa sécurité mais war nga teg ay partenariat pour tabax doole bi yow yaay déterminer fi nga bëgg a dem mais yaay tabax partenariat yi et tabax partenariat boobu pour mu dëgër formation ci la formation bi bu taxawee sa liggéey exporté tout le temps matière brute matière première mu dem dellu si industrialisation moom la guerre synchro kii nu mu tuddati il disait su fekkee ne yaa ngi ci jublu rek puissance yi dañ lay jéem a détourner il a un nom bizarre là c'est pour ça que je l'oublie parce que boo ci duggee c'est un multiplicateur de puissance c'est-à-dire la puissance qui émerge problème bi mooy yi muy àndal day def courbam day gën a gaaw et donc mais mënuloo tabax géopolitique bu Afrique ak fi nga ko bëgg a teg su fekkee ne résoudre le problème de l'Afrique du Nord lan moo tax tout le monde Mackinder daf ne woon heartland bi nekk au nord am na septentrional mooy Russie ak li ko wër mais am na deuxième bi mooy Afrique subsaharienne et li ma ci neex dans Democratic Ideals dafa préciser ni c'est parce que l'Afrique du Nord est dans la géopolitique du bassin méditerranéen mun nga ci yokk et du monde arabe et donc am na foofu double identité boo xam ne daf lay poser problème la preuve tey ñun suñu comment dirais-je alerte précoce bi c'est orienté vers le Sénégal en fait vers l'Afrique de l'Ouest notre CEDEAO tenirul compte extérieur man ñi may dégg ñu bëri c'est rare nga gis ku passer le niveau état alors que s'arrêter à ce niveau et oublier le système c'est l'approche la plus réductrice possible et mënuloo prédire planifier au-delà de 2-3 ans parce que loolu mënu boo xamul évolution boobu doo dem fenn et donc ñun il faut ñu jël suñu sécurité en main il faut que ñu industrialiser wu et je voudrais juste souligner que récemment dañ lay mujjee jox parole ci sécurisation boobu ak jàngat bi nga xamante ne war nañ ko jëlee ci guerre bi pour xool ban yoon lañu war a teg af je voulais juste dire que am na benn boy bu ñu def benn jeune bu ñu def ci journaux yi temps yi il parle de missile yu mu tuddee boppam ba jot na jeganteeg militaires yi ba jot nañ def quelques essais mais développement bi duggul am na beneen jeune vers Tambacounda hélicoptère la defar et donc am nga noyau donc le problème mooy nga créer de petits groupes
loolu mooy caractère peut-être souverain boobu ñuy wax nag lañ koy tabaxee ñu dem terminer juróomi ñeenti minutes mooy dese daam Ibrahima ak colonel Babacar. une minute ñu ku nekk nag Afrique ban yoon la ñu war a ban jàngat la ñu def ci guerre bi ak ban yoon la ñu war a fi ñuy tàmbalee mooy amul benn wàll ci àdduna bi boo xam ne amul ressource yoo xam ne buñ ko jiitalee mën nañ koo tabax le problème bi mooy da ngay gis ku tabaxee nële ci Ural nga ne loolu laa bëgg a def dem université de Bordeaux jël livre yi copie leen ne droit boobu laa bëgg a def fii pour que boo demee conférence internationale yaay gën a neex le discours mais xoolal fi ñu jëm la Chine fi mu nekk nii fii ak 10 ans ou 15 ans batterie lithium yi colonel doon wax moo gën a difficile à faire moo gën a cher en termes de coût xam nga lan lañ trouvé xorom lañ ko nar a defaree sel la ñu nar a defaree batterie lithium alors que y a des parties très rares au monde comme les terres rares lii colonel doon wax yu am lithium boobu nga xam ne àdduna bi yëpp dañ koy xëccoo ñoom xorom lañ ko nar a defee Afrique ñaata la am ci xorom mais Afrique ñaata la am ci xorom mais dañ ko fiy romb di dem wuti li sophistiqué na Afrique xam ne chaque partie de l'Afrique am na ressource yoo xam ne buñ ko jiitalee ci suñuy recherche loolu nag njàng mi colonel doon wax daf ci am da ngay jàngal say doom wala ñu ko mën mais xam nga am na lu ñetti minutes waaw lu intéressant lu xew ci biir période bi gis nga Nigéria Dangote moo fa installé la plus grande raffinerie d'Afrique gis nga avant mu installé raffinerie boobu Nigéria daf doon jënd pétrole bu muy Nigéria day produire pétrole mais daf doon jënd essence daf doon jënd gasoil léegi crise bi mu xewee ñëpp a dem ci Nigéria jaay ma parce que Dangote léegi dafay exporter parce que loolu war nañu woon ne que te maa ngi koy wax pour Sénégal parce que commencé nañu produire gaz ak pétrole commencé exploiter gis nga li ñuy wax fertilisant yeeg yooyu yëpp mun nañ ko defar fii loolu bu ñu ko commencé di defar et puis ñu réfléchir ci naka la ñu munee préparer ñun sunu armée naka la ñuy mun a préparer armée sous-régionale pour ñu mun a am seen gànnaayu bopp xam nga léegi commencé nañ def fii sax ay di assembler ay camions ak yooyu loolu lu ndaw la guerre yi di ñëw ce sont les guerres les plus sophistiquées au monde mun nga bañ a sax am ay militaires am ay nit yu nga xam ni ñu ngi ci benn bureau di def kii loolu war nañ koy ñetteel bi pays africain war nañ xam ni que léegi ou bien ñu dajaloo def lu baax ou bien ñu continuer di tasaaroo ñun ñëpp ñu seet kan moo ñuy gën a noot. kan moo ñu coloniser waat Babacar Diouf. waaw xam nga yaa ngi wax loolu. mais même le modèle d'armée. waaw c'est-à-dire modèle d'armée bi yow. est-ce que da ngay symétrique par rapport à quelqu'un qui est un géant par rapport à toi ou da ngay trouver ay moyens asymétriques tout en gérant un peu le symétrique mais nous sommes déjà quand même dans ça. Faut pas vous tromper. La stratégie dominante actuellement, c'est le contrôle des flux. Actuellement, tout pays qui a certaines ressources, tout pays qui se trouve sur la route d'évacuation des ressources, c'est un pays qui est potentiellement menacé de déstabilisation, etc. Pour lequel parce qu'il n'y aura pas d'état d'âme. Et je crois que la meilleure façon de terminer, ce sera de rappeler Lord Palmerston, qui parlait de la Grande-Bretagne en disant qu'elle n'avait ni ennemi éternel, ni ami perpétuel, et que seuls ses intérêts étaient à la fois éternels et perpétuels, et de les guider tous les comportements. Était lancée la guerre du futur, la réflexion est en cours, c'est dans Sud Geo Plus. Ainsi s'achève l'émission d'aujourd'hui avec nos invités, Ibrahima Kane, expert en relations internationales, le colonel Babacar Diouf, colonel de l'armée de l'air à la retraite, et Dambabou, journaliste chroniqueur. Ça a été un énorme plaisir. Certainement la semaine prochaine, sous l'angle économique de cette guerre, quelles leçons à en tirer, on y reviendra. Et merci également à nos techniciens. Rendez-vous jeudi prochain, 19h, dans Sud Geo Plus. Au revoir.